Il y a une phrase que j'entends tout le temps. Je ne suis pas encore prêt. Pas encore assez expérimenté, pas encore assez formé, pas encore assez sûr, pas encore assez stable financièrement, pas encore assez légitime. Et cette phrase, qui en apparence semble raisonnable et responsable, est l'une des plus coûteuses qu'on puisse se dire. Parce qu'elle a l'air sage, elle ressemble à de la prudence, à de la maturité, à du discernement. Mais dans la majorité des cas, elle est quelque chose de complètement différent. De la procrastination déguisée en préparation. Et la différence entre les deux, entre la préparation qui est utile et l'attente paralysante, c'est précisément ce dont je veux te parler dans cette vidéo aujourd'hui. On va parler de neurologie, on va parler de psychologie comportementale, on va parler aussi de sociologie du perfectionnisme, avec ce que la recherche nous dit vraiment sur comment les humains passent ou ne passent pas à l'action. Parce que comprendre pourquoi on attend ne suffit pas. Il faut comprendre comment le cerveau fonctionne quand il s'agit d'agir. Et c'est ça qui change tout. Alors on va commencer par bien définir les termes. La procrastination, du latin procrastinare, remettre au lendemain. En psychologie comportementale, la procrastination, elle est définie comme le report volontaire d'une action prévue malgré la conscience des conséquences négatives de ce report. Et ce dernier élément est crucial. La procrastination, ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la conscience combinée à l'incapacité d'agir malgré cette conscience. Et c'est pour ça qu'elle est si frustrante. Tu sais que tu devrais commencer, tu sais ce que ça te coûte de ne pas commencer, et tu ne commences pas quand même. Ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème de discipline, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de régulation émotionnelle. Le chercheur Sirois, spécialiste de la procrastination à l'université de Sheffield, l'a formulé ainsi. La procrastination est fondamentalement une stratégie de gestion des émotions, pas de gestion du temps. On procrastine pour éviter les émotions négatives associées à une tâche, l'anxiété, le doute, la peur de l'échec, le perfectionnisme, et non parce qu'on manque de temps ou d'organisation. Et l'attente déguisée en préparation, je ne suis pas encore prêt, est l'une des formes les plus sophistiquées de procrastination. Parce qu'elle se déguise en comportement responsable, elle se justifie, elle se rationalise, elle convainc non seulement les autres, mais aussi soi-même. Alors le premier axe qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est l'axe de la neurologie de l'inaction. Pourquoi le cerveau préfère attendre ? Pour comprendre pourquoi on attend, il faut comprendre comment le cerveau traite la perspective d'une action nouvelle et incertaine. Il y a deux systèmes cérébraux en jeu. Le premier, le système limbique, qui est le siège des émotions, de l'amygdale, de la réponse à la menace. Il opère rapidement, automatiquement, et il est profondément conservateur. Son objectif premier, minimiser la douleur, maximiser la sécurité immédiate. Le second, le cortex préfrontal, siège de la pensée rationnelle, de la planification à long terme, de la capacité à différer la gratification immédiate pour un bénéfice futur. Son objectif, évaluer, planifier, décider en tenant compte du long terme. Et ces deux systèmes sont souvent en tension. Dans le contexte d'une action nouvelle, lancer un projet, changer de carrière, prendre une décision en apparence risquée, le système limbique perçoit l'incertitude comme une menace et il va déclencher une réponse d'évitement. Et le cortex préfrontal, censé contrebalancer cette réponse, se retrouve à rationaliser l'évitement plutôt qu'à la corriger. Je ne suis pas encore prêt, c'est le cortex préfrontal au service du système limbique. Une justification intellectuelle d'une réponse émotionnelle d'évitement. Il y a aussi un deuxième mécanisme neurologique important, le biais du statu quo, qui a été documenté par les économistes comportementaux Samuelson et Zeckhauser. Notre cerveau accorde une valeur disproportionnée à l'état actuel des choses. Rester là où on est, même si c'est pas optimal, semble moins risqué que de changer. Parce que le cerveau traite le changement comme une perte potentielle. Et on sait depuis Kahneman que la douleur de perdre est 2 fois plus intense que le plaisir de gagner. Alors le cerveau dit « Attends, reste, prépare encore un peu. » Et pendant ce temps, rien ne change. Le deuxième axe que je vais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est l'axe de la psychologie du perfectionnisme, quand l'excellence devient un obstacle. Il y a un lien direct entre perfectionnisme et attente. Le perfectionnisme, dans sa forme adaptative, c'est une recherche d'excellence qui motive et améliore la qualité du travail. Mais dans sa forme maladaptive, théorisée par les chercheurs Hewitt et Flett, le perfectionnisme devient un obstacle à l'action. Hewitt et Flett ont identifié 3 dimensions du perfectionnisme maladaptatif. Le perfectionnisme orienté vers soi, des standards impossibles qu'on s'impose à soi-même. Si ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas la peine d'être montré.
le perfectionnisme orienté vers les autres, des standards impossibles qu'on impose aux autres, personne ne peut atteindre le niveau que j'exige, donc je préfère tout faire moi-même. Le perfectionnisme socialement prescrit, la conviction que les autres ont des standards impossibles pour nous. Ils vont juger, ils vont voir que ce n'est pas parfait. Les 3 formes produisent le même résultat, l'inaction, ou une action tellement retardée qu'elle perd sa pertinence. Parce que si le standard est la perfection et que la perfection n'existe pas, alors on ne sera jamais prêt, par définition. Il y a un concept particulièrement utile pour sortir du perfectionnisme paralysant. Le MVP, Minimum Viable Product, qui est issu de la méthodologie Lean Startup d'Eric Ries. L'idée, plutôt que d'attendre d'avoir un produit parfait avant de le lancer, tu lances la version minimale qui peut créer de la valeur et tu améliores à partir des retours réels. Et ce principe, développé à la base pour le monde des startups, s'applique à presque toutes les décisions de ta vie. La version minimale viable d'un changement de carrière. C'est une conversation avec quelqu'un qui fait ce que tu veux faire. La version minimale viable d'un lancement. C'est une première offre imparfaite à un premier client. La version minimale viable d'une nouvelle identité professionnelle, c'est une première action dans la nouvelle direction. Pas parfaite, pas complète, mais réelle. Et réelle, c'est infiniment mieux que parfaite, mais inexistante. Le 3e axe qu'on couvre dans cette vidéo, c'est la psychologie de la préparation. Quand préparer est utile et quand ça ne l'est pas. Et je veux être précise ici parce que c'est important. La préparation n'est pas le problème. La préparation excessive au détriment de l'action est le problème. En psychologie cognitive, on distingue 2 types de traitement de l'information avant une décision. Le traitement délibératif, analyser, peser, comparer les options, utile quand les conséquences sont irréversibles, quand l'information manquante est accessible, quand le temps de préparation améliore significativement la qualité de la décision. Et le traitement intuitif, agir à partir de patterns reconnus, d'expériences encodées, de l'intelligence accumulée. Plus utile dans des situations complexes et incertaines où les variables sont trop nombreuses pour être analysées rationnellement. Le chercheur Dexter Huys de l'université Radboud aux Pays-Bas a mené des expériences qui sont fascinantes sur ce qu'il appelle la pensée inconsciente. Sa conclusion, pour les décisions complexes avec de nombreuses variables, laisser le cerveau inconscient traiter l'information, en dormant dessus, en faisant une pause, en s'occupant d'autre chose, produit souvent de meilleures décisions que l'analyse consciente prolongée. Ce qui veut dire que parfois, la meilleure préparation n'est pas de réfléchir plus longtemps, c'est d'agir et de laisser l'action générer les informations dont tu as besoin. Il y a aussi un phénomène documenté qu'on appelle la paralysie d'analyse ou analysis paralysis. Plus on a d'options à analyser, plus la décision devient difficile. Schwartz, dans son livre The Paradox of Choice, a montré que l'abondance de choix génère de l'anxiété plutôt que de la liberté. Et dans le contexte de la préparation, plus on cherche d'informations, plus on identifie de variables, plus on perçoit de risques potentiels et plus la décision de commencer semble difficile. La préparation utile a une durée limitée. Au-delà d'un certain point, elle produit des rendements décroissants. Et la seule façon de le savoir, c'est de commencer à agir avant d'avoir toutes les réponses. Le 4e axe, c'est l'axe de la sociologie de la légitimité. Pourquoi on attend d'être reconnu avant d'agir ? Il y a une dimension sociologique de l'attente qu'on ne nomme presque jamais, l'attente de légitimité externe. En sociologie, Pierre Bourdieu a développé le concept de capital symbolique. L'idée que dans chaque champ social, académique, professionnel, artistique, il existe une forme de reconnaissance implicite qui donne à certains acteurs le droit d'agir, de parler, d'exister dans ce champ. Les diplômes, les titres, les années d'expérience, les recommandations, les publications, les certifications. Ces marqueurs de légitimité dans le monde académique et professionnel traditionnel ont une fonction réelle. Ils signalent la compétence, ils réduisent l'asymétrie d'information, ils permettent aux autres d'évaluer rapidement si quelqu'un mérite leur confiance. Mais dans un monde en transformation rapide, où les frontières des champs professionnels se fluidifient, où de nouveaux métiers émergent sans que les institutions aient eu le temps de créer les certifications correspondantes, cette attente de légitimité externe devient un obstacle. Parce que les marqueurs traditionnels de légitimité ne couvrent pas les nouvelles façons de créer de la valeur. Il n'existe pas de diplôme de créateur de contenu, pas de certification officielle d'entrepreneur digital, pas de titre académique de consultant en transformation organisationnelle. Et pourtant, ces activités créent de la valeur réelle, pour des personnes réelles, dans l'économie réelle. La chercheuse Herminia Ibarra, professeure à la London Business School, a étudié les transitions professionnelles et développé le concept d'identité en transition. Sa conclusion, c'est
On n'attend pas d'avoir une nouvelle identité professionnelle claire avant de commencer à agir dans la nouvelle direction. C'est l'action dans la nouvelle direction qui construit progressivement la nouvelle identité. La légitimité n'est pas un prérequis à l'action, elle est le résultat de l'action. Et attendre d'être reconnu par les autres avant de commencer, c'est attendre une permission que personne n'a le pouvoir de te donner, sauf toi. Le 5e axe que je vais aborder dans cette vidéo, c'est la recherche sur le passage à l'action, ce qui fait vraiment la différence. On va terminer avec ce que la recherche nous dit sur les personnes qui passent effectivement à l'action, par opposition à celles qui restent dans la préparation permanente. Le psychologue Peter Gollitzer de l'Université de New York a développé un concept qui est particulièrement puissant, les intentions d'implémentation ou if-then planning. C'est une idée qui est hyper simple et efficace. Au lieu de se dire « je vais commencer bientôt », on se dit « si, situation spécifique, alors action spécifique ». Si c'est lundi matin et que j'ai bu mon café, alors j'écris pendant 30 minutes. Si je reçois un email difficile, alors je réponds dans les 24 heures plutôt que de le reporter. Si j'ai une idée de projet, alors j'en parle à une personne de confiance dans la semaine. Si, alors. Les recherches de Gollitzer montrent que les intentions d'implémentation augmentent le taux de passage à l'action de 200 à 300%. Pas parce qu'elles changent la motivation, mais parce qu'elles réduisent la charge cognitive de la décision. Tu n'as plus à décider si tu vas agir, tu as déjà décidé dans quelles conditions tu vas agir. Il y a aussi les recherches de B.J. Fogg, chercheur à Stanford, sur ce qu'il appelle les tiny habits, les toutes petites habitudes. Sa découverte, le comportement humain est déterminé par 3 facteurs. La motivation, la capacité, le déclencheur. Et contrairement à ce qu'on croit, la motivation est le facteur le moins fiable des 3, parce qu'elle fluctue, elle dépend de l'humeur, de l'énergie, des circonstances. Ce qui est infiniment plus fiable, c'est de réduire la friction, rendre l'action si petite, si accessible et si simple qu'elle ne demande presque pas de motivation pour être déclenchée. Tu veux commencer à écrire? Commence par une phrase, une seule. Tu veux lancer un projet? Commence par un appel, un seul. Tu veux changer de carrière? Commence par une conversation, une seule. L'action minimale, répétée avec régularité, construit ce que la grande décision symbolique ne construit pas, l'élan. Et l'élan, une fois lancé, se nourrit de lui-même. C'est ce que les physiciens appellent l'inertie et ce que les psychologues appellent le momentum comportemental. Un corps en mouvement tend à rester en mouvement. Un corps au repos tend à rester au repos. La seule question qui compte, c'est comment passer du repos au mouvement. Et la réponse n'est pas attendre d'être prêt. C'est bouger, maintenant, le plus petit mouvement possible. Alors on va reprendre l'ensemble de tout ce qu'on vient d'explorer dans cette vidéo. Neurologiquement, ton cerveau est câblé pour préférer le statu quo. Le système limbique perçoit l'action nouvelle comme une menace et le cortex préfrontal, au lieu de corriger cette réponse, va la rationaliser sous forme de « je ne suis pas encore prêt ». Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la biologie mal calibrée. Psychologiquement, le perfectionnisme mal adaptatif transforme l'excellence en obstacle. Si le standard est la perfection, tu ne seras jamais prêt. La version minimale viable, imparfaite, réelle, maintenant, vaut infiniment mieux que la version parfaite qui n'existera jamais. Cognitivement, la préparation a des rendements décroissants. Au-delà d'un certain point, elle génère plus d'anxiété qu'elle n'apporte d'informations utiles. Et parfois, la meilleure façon de se préparer est de commencer à agir et de laisser l'action générer les informations dont on a besoin. 4. Sociologiquement, on attend une légitimité externe que personne ne peut nous donner. La légitimité n'est pas un prérequis à l'action, elle est le résultat de l'action. Et attendre d'être reconnu avant de commencer, c'est attendre une permission qui n'arrivera jamais. 5. Comportementalement, les intentions d'implémentation et les tiny habits sont infiniment plus efficaces que la motivation ou la discipline. Rends l'action si petite qu'elle demande presque aucun effort et répète jusqu'à ce que l'élan se crée. La synthèse de tout ça, il n'y a pas de bon moment pour commencer. Il y a juste ce moment, maintenant, où tu décides que le coût de l'attente est plus élevé que le coût de l'action imparfaite. Tu ne seras jamais prêt. Tu seras capable parce que tu auras commencé. Alors, 3 choses concrètes à faire aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. La première, identifie une chose que tu attends d'être prêt pour faire. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que prêt veut dire exactement ? Quel est le critère objectif qui te permettra de dire « maintenant je suis prêt » ou « prête ». Et si tu ne peux pas répondre précisément à cette question, prêt n'est pas une condition, c'est une excuse. La deuxième, formule une intention d'implémentation. Si
situation spécifique qui se produira dans les prochaines 48 heures, alors action minimale dans la direction que tu attends de prendre. Pas une grande décision, l'action la plus petite possible. La troisième, fais cette action minimale aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce que demain, tu attendras encore d'être prêt. Et si tu veux un cadre pour transformer ces petites actions en mouvements progressifs et durables, tu peux rejoindre le parcours gratuit de 30 jours pour créer ta prochaine étape professionnelle. Une action concrète par jour, construite pour créer l'élan, même quand tu ne te sens pas prêt. Le lien est en description. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment prendre des décisions sans avoir toutes les réponses. À très vite, bye!